Alors, nous avons donc fini avec cette première partie de compte-rendu statique. Alors, je voudrais juste maintenant, on va gagner une étape, et c'est pas pour squeezer, vous présenter les résultats du positionnement des acteurs, l'état du questionnaire, de façon à ce que on puisse engager une première discussion. Et de façon également, je l'avais demandé, je vous prie d'en excuser la salle, à ce que monsieur le maire de Dunkerque, président de la CUT, puisse dire quelques mots. Il a une obligation de représentation, et j'ai souhaité, compte tenu de l'importance du dispositif qui devra suivre ce débat public, qu'il puisse prendre la parole. Alors, est-ce qu'on peut présenter les éléments? Tu peux venir m'aider voilà, parce que je ne les vois plus là sur le... Si tu veux venir, voilà. Alors, vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez, ouais, sauf que moi je ne l'ai pas là, donc si tu pouvais venir... Tu veux venir avec Christophe? Voilà. Oui, mais je ne vois pas. J'ai un problème de vieillerie. La vieillerie étant, comme disait Gérard de Gaulle, un naufrage. Je voudrais qu'on me trouve... La vieillesse, c'est un naufrage, disait-il. Je voudrais qu'on me trouve le topo. Voilà. Ouais, ouais. Donc vous avez ici, on a fait quelque chose d'extrêmement simpliste. En vérité, il faudrait faire ça en 4D parce que ça suffit pas de faire un aplat, les pour, les contre, les moyennement pour, les moyennement contre. Il faudrait faire un 4D parce qu'il faudrait pouvoir regarder les zones de ressemblance et de différence, les coalitions, les gens qui ont pris des positions. Donc vous avez dans la colonne de gauche les pour, dans celle du milieu les pour sous conditions plus ou moins fortes, et quand en général c'est eux qui ont indiqué qu'il fallait faire comme ça, et puis les contre le projet dans l'ensemble de ces variantes. Donc je ne détaille pas trop, je ne sais pas si la visibilité en est grande pour les personnes qui sont toutes oui, hein, il y a des panneaux là, donc voilà, donc vous avez ça. Je vais d'abord demander s'il y a des gens qui ont été oubliés, qui sont ici et qui se sont exprimés, je veux dire, puisque nous on a remis dans les cases là les gens qui se sont exprimés, soit par un cahier d'acteurs, soit par une délibération de conseil municipal, soit par une prise de position publique, soit par etc. Donc je ne sais pas, mais là on a fait un effort et que personne n'y voit malice si on oubliait des gens, etc. Premièrement, et deuxièmement, s'il y a des gens qui estiment avoir été casés, j'allais dire, dans la mauvaise case, parce qu'après tout, oui, ben, très bien, je vous ai vu, je vous donne la parole. Donc voilà, en gros les positions des uns et des autres. Yeah. Donc vous voyez que de façon assez claire, les entreprises et les milieux entrepreneuriaux, les coalitions d'acteurs, entreprises industrielles, se sont positionnés en faveur, enfin je veux dire, sans restriction, c'est pas tout à fait exact, mais enfin de façon très systématique, en faveur de ce projet sans doute. Voilà, quelques partis politiques, les deux députés d'ailleurs de tendances différentes qui ont pris la peine d'écrire une contribution sur cette question, le Parti républicain, voilà, les transporteurs, l'UMC dont le représentant s'exprimait tout à l'heure, les transporteurs usagers du port de Dunkerque, leur ligne évidemment la coalition des ports, et puis voilà, j'ai dû oublier quelques autres, mais enfin voilà, vous avez la liste ici. Il y a un ensemble de collectivités qui ont indiqué qu'elles soutenaient. Alors les degrés d'accord sont plus ou moins grands. Vous avez vu que dans les gens qui se sont prononcés plutôt pour le projet, j'ai donc classé le syndicat des dockers pour la raison qu'il a indiqué, c'est il est pour à la condition que on fasse la première phase et la deuxième, un fromage et dessert si l'on peut dire. Les collectivités ont exprimé à différentes reprises leur soutien à ça à condition que, hein, c'est le cas de Lone Plage, qui n'est pas une délibération, c'est au conseil municipal, disant on est vraiment très favorable au projet à condition que, etc. Enfin, voilà, donc les choses sont assez claires. Même chose pour la collectivité de Dunkerque, car je crois que c'est le sigle ici, de Gravelines, pardon, représentant, non pas Ferrari, mais la collectivité de Gravelines. La Fédération des chasseurs, le syndicat Force ouvrière, le Parti socialiste, la Delfa. Alors, la Delfa, c'est un peu difficile. Est-ce que c'est oui sous condition? Est-ce que c'est non? C'est pas. On a hésité à faire une colonne ne se prononce pas. Enfin, on ne sait pas. Peut-être faudrait-il faire une colonne ne se prononce pas. C'est le cas souvent pour les fédérations d'acteurs, etc. Et puis évidemment, dans les associations qui sont opposées, un certain nombre d'associations de protection de l'environnement, les écologistes d'Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste, la CGT, Attaque et quelques autres qui ont pris position, Virage Énergie, qui ont pris position d'une façon très claire, pour des raisons qui ont été exposées dans les arguments ici, en défaveur de ce projet, parce qu'ils estiment qu'il ne correspond pas au modèle de développement qui correspond à leur vision ou leur représentation de la société. Alors, des personnes indiquent qu'ils ont été oubliés dans ce classement. Je vous en prie, monsieur, est-ce que vous pouvez, sans trop détailler, nous dire à la fois pourquoi on vous a oublié, puis oui. D'accord. Donc, pardon, merci.
Oui. Donc en fait, on est... Vous êtes qui, monsieur? Vous êtes le président de l'association Le Clipon pour l'observation des oiseaux en mer et qui travaille avec le grand port de Dunkerque depuis un bon moment pour les suivis ornithologiques. Et puis mon voisin Bernard Bril pour Goéland. Donc dans la colonne de droite, voilà. On n'a jamais émis qu'on était opposé au projet, qu'on en soit bien d'accord. On a une position plutôt neutre, comme vous venez de l'évoquer. On évoque juste la possibilité d'un choix entre les deux possibilités qui étaient proposées. Mais nos associations n'ont pas vocation à se prononcer pour ou contre le projet. On voulait clairement le dire. Dont acte, nous on a lu les... Enfin, en tout cas, le cahier d'acteurs est sévère, on va dire. Mais je vous en prie, monsieur. Bon, mais on va procéder à votre retrait de la colonne de droite. Je vous en prie. C'est ça l'intérêt du jeu aussi. Hein. Bernard Bril, donc président de l'association Goéland. Bon, exactement la même chose. Hein. Même observation. On s'est positionné pour le projet Atlantique. Parfait. On n'est pas contre du tout l'extension du port. Par contre, on reconnaît évidemment qu'il y aura quelques atteintes à la biodiversité. C'est un projet de ce genre, on ne peut pas en faire autrement et on demande des mesures compensatoires. Mais on n'est pas du tout contre. Et j'en profite d'ailleurs, puisque j'ai le... S'il vous plaît, il y a un brouhaha. Très rapidement. Je vous ai vu. Baissez les mains. Allons très rapidement. Juste si on peut éviter le brouhaha à ma droite, ça sera formidable. Merci. Allez-y, monsieur. Juste pour signaler qu'il y a une erreur sur le cahier d'acteurs, dont je suis peut-être responsable. La photo de phoque et de monsieur Pièce ici présent et pas de monsieur Boulanger. Voilà. Alors, erreur de phoque. Vous voyez que... Voilà. Parfait, monsieur. Donc, je ne sais pas si on modifiera la photo du phoque, mais voilà. En tout cas, on vous met dans une case, ne se prononce pas, c'est ça? Ou favorable? Allez-y. Favorable, on ne se prononce pas. Parfait. Ne se prononce pas. Il faut que les choses soient dites. Alors, je vous en prie, madame. Allez-y, madame. Oui. Est-ce qu'on peut donner un micro à la dame? Merci beaucoup. Donc peut-être des gens qui ont été oubliés. Maria-Antonia Lopred, responsable du master Management portuaire et maritime de l'Université du Littoral Côte d'Opale. Je ne vois pas le logo de l'université. Je pense que pour avoir fait un débat à l'ULCO, vous l'avez mentionné, avec 150 étudiants, et l'université est un acteur fondamental pour accompagner ces projets, notamment, vous l'avez évoqué, la formation, parce qu'on parle d'emploi, on parle d'évolution des métiers, donc on est là pour accompagner ces projets. Alors, je répète que nous n'avons pour forcer la main à personne, indiquer les positions, que des gens qui ont écrit un cahier d'acteurs prennent une position nette, claire et précise, en tout cas explicite. Quoi, hein, voilà. C'est la raison pour laquelle ne figure pas l'université, mais évidemment, la question de l'université était posée à travers le débat. Une autre personne devant avait demandé la parole. Oui, je vous en prie, monsieur. Oui, Parti communiste. Donc, nous, on se situe plus au centre. Ah, s'il vous plaît. C'était sûr, le succès était garanti. C'est bien que ça aurait fait réagir. Vous voyez, c'est l'ancien monde, le nouveau monde. Enfin, tout ça est assez compliqué. Je vous en prie, monsieur. Et donc, on serait plus dans un investissement sous conditions très fortes. Alors effectivement, ces conditions étant très fortes, on a peut-être estimé qu'on était contre. Voilà, donc c'est en effet ce qui s'est passé. Et donc nous rectifierons et nous vous mettrons non pas au centre de l'échiquier politique, mais au centre dans la partie centrale. Dont acte, monsieur, etc. Mais c'est vrai que la contribution, je tiens à la disposition de tout le monde, est extrêmement critique, on va dire, du modèle de développement. Enfin bon, d'où la... Oui, quelqu'un avait demandé la parole là. Je vous en prie. C'est bien, monsieur Raison. On va voir que la colonne du milieu se renforce, croît et... Voilà. Allons-y. Oui, j'ai vu avec les gens derrière. J'ai des yeux partout. Je suis très... Bonsoir, Nicolas Fournier, président de l'ADELPHA. Alors, l'ADELPHA n'est pas favorable au projet. Mais il se trouve que l'ADELPHA est une fédération d'associations. Et donc, dans ses multiples composantes, toutes les associations n'ont pas le même avis sur le projet. C'est pour ça qu'il n'est pas toujours évident de trouver un consensus. Mais globalement, l'ADELPHA ne peut pas se positionner favorablement au projet. Donc, c'est la classification, en fait, qui est un peu mal fichue, je dirais. Et donc, l'ADELPHA devrait glisser un peu plus
Elle est pauvre. Sur le côté Parfait. droit. Donc, on vous commet dans les ne se prononce pas, c'est ça? Ah, on s'est prononcé, hein. Il faut lire notre cahier d'acteurs. Ah ben, donc, Mais alors, la contre, DELFA n'est oui. pas frontalement opposée au Oui, projet d'accord. Bah, ça, c'est... Donc il y a des plus ou moins contre, quoi. Voilà. du fait de ses composantes J'ai compris. très diverses. Président, c'est très clair. Oui, qui avait demandé la parole. Vous, monsieur, je vous en prie. J'en profite pendant que le micro est à côté. Thierry Recling du GON. Le cahier d'acteurs, pour moi, c'était pas un vote pour ou contre. Oui. Il fallait analyser, donner notre point de vue sur le projet. Donc, je pense également que la colonne du milieu devrait changer d'intitulé. Merci. Vous souhaitez que le GON change de position ou que la colonne Bah, du milieu change de... On n'est ni pour ni contre. On analyse Donc, vous êtes le projet, mais Très bien. on n'a pas à se prononcer. Très bien. Donc on va mettre la colonne, ne se prononce pas, pour les raisons que vous dites et qu'il est parfaitement légitime donc notre colonne contre se vide au fur et à mesure que... Voilà, je vous en prie. Oui. Tenez, monsieur, vous avez le micro. Merci. Oui. Donc, pour l'Association des transitaires des Hauts-de-France, un cahier d'acteurs a été réalisé, Oui. donné en son temps, Oui, mais le il n'apparaît transiteur. pas. Il a été oublié, cherché une erreur. Ah bah voilà. Et nous sommes, l'association est résolument pour l'option Atlantique Cap 2020. Bien. Le secrétaire général s'éloigne de la case départ, passera par la case prison et ne percevra pas, etc. etc. Voilà. Nos excuses, monsieur, les plus plates. Nos excuses les plus plates. Autres intervenants, oui. Ouais. Voilà, donc on va évidemment modifier. On nous dit que la Il case y est. transitaire y est et qu'on ne passera pas par la case prison. Ah, c'est où la Ça mérite transitaire là? de vérifier. C'est écrit, il n'y a pas. On n'a Je pas sais de pas, moi je logo. vois pas, j'ai un Oui, problème. ouais. Vous pouvez me... Bah, on va pas donc. Au-dessus des normes. Transporteur. Donc le secrétaire général adjoint sera également. Voilà. Bien, voilà. Donc est-ce qu'il y a des gens que j'ai oubliés? Des Hauts-de-France. Est-ce que j'ai oublié des gens qui ont été soit mal casés, soit... C'est un exercice qui est utile, parce qu'à l'arrivée, il faut quand même s'il y a des impossibilités, il faut quand même qu'on sache qui a dit quoi. Parce qu'à un moment donné, voilà, c'est aussi... Voilà, avant qu'on passe, qui est quand même l'essentiel du rôle de la commission, à ce qu'on dit les citoyens, et qui est, je pense, très... Est-ce que vous avez encore le temps de... Une minute. Alors non, je vais pas y arriver. Alors je vais pas y arriver. Vous pouvez y aller, ouais, je ne vais pas y arriver. Je vous en prie, monsieur le maire, monsieur le président. Il est un peu... Tenez, En plus, je te pique mon... voilà, donc, vous avez découvert parce que c'est la salle que je vais en faire. Ah bon? Oui, c'est vrai. On vous tourne le dos à la moitié là. Non, simplement quelques réflexions sur ce qui a été dit là. Et d'abord, je comprends mieux une de vos phrases, monsieur le président, au début, avec une certaine frustration par rapport à l'incapacité que vous avez eue ou l'insatisfaction que vous avez eue à essayer de dépasser des oppositions. Finalement, l'un des écueils quand même du débat qu'on entend aujourd'hui, c'est quelques oppositions binaires. Or, la vie n'est pas binaire. Voilà, ça, c'est la première chose. Je vais prendre deux exemples. Je vais d'abord prendre la question de la transition énergétique. À un moment donné, quand on dit ce projet CAP 2020, il ne nourrit pas une politique de transition énergétique de l'agglomération, ce n'est pas au projet CAP 2020 de nourrir une politique de transition énergétique de l'agglomération. Il y a d'autres outils qui sont mobilisés aujourd'hui par la communauté urbaine. Je vais prendre qu'un exemple. Aujourd'hui, la communauté urbaine de Dunkerque est candidate à l'appel à projet de l'État Territoire Innovation de grande ambition. C'est là-dedans que se situe l'ambition d'accompagnement de la transition énergétique du bassin industriel dunkerquois. Donc il y a des outils adaptés à ça. Ce n'est pas l'objectif du projet CAP 2020 de répondre à cette question-là. Donc on a parfois des enjeux binaires. Est-ce que ça répond à la question de l'accompagnement de la transition énergétique de l'industrie ou pas? Il y a d'autres outils. Voilà, donc voilà, c'est pas oui ou non à chaque fois. Deuxième élément qui m'a frappé, c'est la discussion autour du rapport Dunkerque-Le Havre. J'ai l'impression qu'on est sur une opposition binaire, compétition versus monopole. Or, on sait aujourd'hui, depuis un certain temps, que les meilleures organisations économiques, ce n'est ni la compétition à outrance, ni le monopole, mais bien la coopétition. Enfin, je veux dire, on a quand même suffisamment de recul sur la problématique des clusters, des districts industriels, des pôles de compétitivité pour savoir que la concurrence nourrit des choses positives et la coopération aussi. Il faut trouver un cadre équilibré entre coopération et concurrence. Et ça, c'est dommage, je ne l'ai pas entendu. Pourtant, le débat aurait pu arriver à ce degré de maturité et dépasser des oppositions. Alors c'est vrai que
Le contexte national n'a pas été facilité par des interventions d'une parlementaire du Havre particulièrement inappropriée, c'est vrai, mais on pouvait arriver à dépasser cette logique qui me paraissait binaire et simpliste, compétition versus monopole de l'un des deux. Et ça, je voudrais vraiment le dire. Nous, on se situe au niveau des acteurs dunkerquois, collectivités, dans une logique de coopétition avec nos acteurs du Havre. Il doit y avoir des éléments concurrentiels de motivation de l'un par rapport à l'autre, et il doit y avoir des éléments aussi de convergence stratégique. Ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Deuxième point que je voudrais compléter dans tout ce qui a été dit sur le débat, c'est la question du zoom. Ça rejoint un peu ce que je disais sur la transition énergétique. Là, finalement, on focalise sur un projet, le projet CAP 2020. Mais évidemment, dans la vision de la communauté urbaine, le projet CAP 2020, c'est un élément constitutif de la vision territoriale. Quand la dernière phrase, c'est « le projet CAP 2020 doit mobiliser les acteurs pour constituer le projet de territoire », je ne suis pas d'accord avec cette dernière phrase. C'est le projet communautaire, le projet de l'ensemble des acteurs, dont CAP 2020 est l'un des éléments qui doivent fédérer les acteurs demain. C'est une vision d'avenir qui dépasse. Quand je parlais tout à l'heure des enjeux de transition énergétique, d'accompagnement des bassins industriels pour le faire basculer dans le 21e siècle, c'est aussi un élément de la stratégie économique du territoire. La stratégie économique du territoire, fort heureusement, ne se résume pas à CAP 2020. C'est un élément constitutif fort, parce que c'est un élément de diversification économique majeure, la stratégie du conteneur. Donc c'est un élément important de la stratégie de diversification du territoire. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la vision économique du territoire. Donc ça, je voulais préciser, il y a une question de zoom, de périmètre à avoir. De la même manière, quand on parle des emplois, il y a aussi une question de zoom. Il y a aussi des gens qui viendront de l'extérieur sur le Dunkerquois pour occuper ces emplois, s'y installer, y resteront, deviendront Dunkerquois. Et ça aussi, c'est pas forcément pris en compte. On parle forcément que de la dimension locale au départ. Donc je pense que c'est important à un moment donné de dézoomer. Autre élément que je voulais évoquer, c'est j'ai pas vu dans le débat et dans les retours des éléments de comparaison. Finalement, qu'est-ce qui se passerait si le port de Dunkerque renonçait à sa stratégie d'aller concurrencer, par exemple, le port d'Anvers sur les conteneurs? Qu'est-ce qui se passerait? Et quel serait l'impact environnemental ou écologique de cette décision? Ça n'apparaît pas aujourd'hui dans le débat. Ce serait une question intéressante. Qu'est-ce qui se passe si Dunkerque renonce à aller concurrencer Anvers? Où vont aller les camions? Où vont aller quel va être l'impact sur le climat demain? Est-ce que finalement, il ne sera pas pire si Dunkerque ne décide pas d'aller capter ces flux de conteneurs? Moi, je suis intimement persuadé, je l'avais dit en ouverture, que ce serait pire. Et c'est pas dit. C'est pas dit à un moment donné qu'un choix de comparaison... Voilà, il n'y a pas à un moment donné, je l'avais évoqué à la première séance, c'est intéressant à un moment donné d'établir des comparaisons. C'est-à-dire, finalement, si ce projet ne se fait pas, qu'est-ce qui se passe en face? Quelles sont les conséquences en matière environnementale? Quelles sont les conséquences en matière de mobilité, etc., etc. Je pense que ça, c'est important. Sur les questions des mobilités aussi, j'aimerais rappeler 2-3 éléments de contexte. Pareil, le projet CAP 2020, je dis, est un élément constitutif de la stratégie d'agglomération. C'est un élément aussi qui est inscrit dans un contexte national. Il y a à un moment donné des choix qui sont opérés par un gouvernement de priorisation, de priorité entre les différents modes de déplacement. Si on décide demain de défavoriser la route par rapport à d'autres modes de transport, c'est pas le projet CAP 2020 qui est là. Il y a un gouvernement qui a la capacité aujourd'hui de faire des choix d'orientation différents. Donc n'associons pas au projet CAP 2020 des décisions gouvernementales et des choix politiques ou des choix de société à l'échelle nationale. Aujourd'hui, le choix route versus rail ou versus voie d'eau, il se joue au niveau de politique, de fiscalité, de politique de développement d'infrastructures à l'échelle nationale. Posons-le aussi. Il faut le rappeler qu'il y a des éléments de contexte, tout comme il se joue à l'échelle locale. Et je l'avoue, ça a été dit rapidement sur le THNS.
sur le projet aujourd'hui de modification du transport collectif sur l'agglomération. Nous avons une ambition, par exemple, de doublement de la fréquentation du transport collectif ici sur l'agglomération. J'aurais aimé d'ailleurs que ce soit rappelé, ça aurait été intéressant. Il y a des ambitions locales là-dessus. Je rappelle une petite chose, là aussi dans les choix politiques nationaux. Aujourd'hui, depuis 15 ou 20 ans, les gouvernements successifs ont décidé de baisser les dotations des collectivités dans les bassins industriels. Ça a aussi des choix sur les politiques de mobilité. Quand chaque année, on enlève 2, 3, 4, 5 millions aux collectivités locales dans les bassins industriels, eh ben, ce sont des politiques de mobilité qui sont en moins. Donc, ce que je voulais dire à travers ce point-là, c'est que il me semble qu'on associe à Cap 2020 des éléments qui peuvent être largement ou facilement corrigés par des décisions de politique nationale aujourd'hui qui ne sont peut-être pas prises pour X raisons, mais en tout cas, il faut rappeler ces éléments aussi là-dedans. Pour conclure, simplement, ça c'est les éléments que je voulais rajouter au débat tel que je l'ai entendu là. Pour conclure, j'ai envie de résumer ce que j'ai dit. Pour nous, le projet Cap 2020, c'est un élément fort de la stratégie et la vision d'agglomération d'un bassin industriel qui cherche à se transformer, au même titre que l'accompagnement de la transition énergétique de l'industrie locale, au même titre que le développement de la création d'entreprises, au même titre que la diversification dans l'économie touristique, au même titre que l'accompagnement en ressources humaines et de renforcer les diplômes, l'éducation sur notre territoire. C'est un élément constitutif d'une stratégie globale, mais c'est un maillon indispensable. Et c'est clair que si nous n'avions pas ce projet, ben on se couperait un bras dans une vision globale d'ensemble à l'échelle de la communauté urbaine. Parfait, merci monsieur le président, monsieur le maire. C'est évidemment dommage que vous n'ayez pas y entendu mon intervention parce qu'elle part bien des côtés, elle ira dans le sens que vous avez indiqué. Non, je vous en prie, poursuivre la soirée par la présentation des différents résultats. Est-ce qu'on peut regarder... Alors voilà, à propos du questionnaire, donc nous avons, là encore, si tu peux me dire où sont les... Si ça a été largement mélangé, les choses, les éléments... Ah, il y a un remplacement, c'est parfait. Alors... Oui, mais tu vois, bon. Alors, merci bien. Donc, le questionnaire. Le questionnaire donc, a été traité selon les règles de l'art par une société dont la spécialité, mais c'est un argument d'autorité qui est relatif. Enfin, il vaut quand même ce qu'il vaut par des gens qui ont l'habitude de traiter ce type de questionnaire. Pour les villes, c'était fait selon les règles de l'art des entreprises qui traitent... voilà. Donc nous avons obtenu au 12 décembre, alors un petit peu moins, je crois qu'on aura une centaine de plus, sous réserve de vérification, 150 peut-être de plus, donc à l'arrivée en 1300, on a 1132 réponses au 12 décembre. On a 77% de ces réponses qui ont été collectées, un peu plus de 700 et 800, lors des débats mobiles, c'est-à-dire sur les places publiques, etc., c'était rappelé. 12,1% ont été renseignés par Internet, c'est une proportion relativement faible au demeurant, et 10,1% collectés à l'occasion des réunions publiques et des focus group. Alors c'est un échantillon, je le dis tout de suite, nous on ne dit pas que, à différence de mon ami Stéphane Rosès qui fait un sondage, il dit les Français pensent que, alors bon, les Français pensent que, il y a un sondage, enfin. Là nous on ne dit pas les Dunkerquois pensent, ou etc. Nous on dit les gens qui ont participé au débat d'une façon ou d'une autre, qui se sont arrêtés, qui ont pris le temps, d'ailleurs de façon parfois solennelle, de répondre à ça, voilà ce qu'ils disent eux. Donc c'est une photographie des gens qui ont participé au débat, voilà tout. Donc ça n'a pas vocation à être représentatif des populations, néanmoins, il faut le dire, ça présente, on pourrait en donner le détail, on en donnera le détail dans le rapport, un équilibre entre les catégories socio-professionnelles d'une part, les catégories générationnelles, autrement dit, il y a autant d'ouvriers que de cadres que d'employés, enfin à epsilon près, enfin donc c'est assez socialement représentatif, générationnellement aussi, on n'a pas que des retraités pour reprendre une observation qui est faite assez souvent, mais on a néanmoins autre observation qui est faite dans ces situations-là, une surreprésentation des hommes. D'ailleurs c'est une des caractéristiques des débats publics, c'est qu'on a en général une surreprésentation des hommes, mais on a d'ailleurs une surreprésentation auquel nous n'échappons pas des
population un peu plus diplômée. Voilà, si vous voulez, on a non pas ce biais, mais il faut le savoir, ces caractéristiques. Alors, voilà les slides suivants. Donc, est-ce que vous avez entendu parler, avez-vous aujourd'hui entendu parler de ce projet? Non, 36%, oui, 62,8%. Le score est allé à peu près stable, resté stable à peu près tout le temps. C'est-à-dire que on est allé en plus de plus en plus profond dans le territoire. On peut indiquer que le taux de notoriété de ce projet avant le débat, on n'a pas reposé la question après le débat, est assez significatif. Et il y a une assez grande, pas méconnaissance, mais enfin les gens ne savent pas très bien, parce que le focus n'a pas été mis là-dessus, l'accent, trop, pas assez, enfin bon, on pourrait interpréter ça, sur Baltique et Atlantique. Les gens ne connaissent pas bien la différence entre les deux éléments. Alors on continue. Résultat du questionnaire. Rappelez-vous le compte-rendu qu'on a fait sur la filière conteneur, les pour, les contre, les machins. Bon, approuvez-vous le choix du développement de la filière conteneur? C'est une question. 75% des gens nous ont dit oui. Donc ça s'appelle une réponse claire, nette et sans bavure. 75%, alors, quand c'est 90%, c'est louche. Quand c'est etc. Là, c'est une réponse majoritairement en faveur du développement, dans les termes ou pas dans les termes qui ont été dits, en tout cas de la filière conteneur. Un certain nombre de gens n'ont pas d'opinion, c'est d'ailleurs la proportion à peu près habituelle dans ce type d'exercice, et des gens qui disent non, ça représente 8%. Des gens qui ont répondu au questionnaire. Deuxième élément, que pensez-vous de l'objectif de multiplier par 7 le nombre de conteneurs d'ici 2032 ? Vous avez en gros 50% qui pensent, 46% qui pensent que c'est réaliste, que le chiffre annoncé sera atteint, et 4 qui pensent c'est pessimiste, qui pensent qu'on fera plus. C'est-à-dire qu'un peu plus de 50%, un peu plus d'1 sur 2, estiment que, en gros, ils ont confiance dans le port, dans sa capacité à inscrire les obstacles présentés par ailleurs comme raisonnables dans le marché en croissance, la récupération de l'Interland, etc. Et un nombre de 32,5% estiment c'est un chiffre élevé, que c'est un chiffre peut-être trop élevé, etc. Pourquoi on n'est pas incapable de le justifier? Il faudrait qu'on regarde ça plus dans le détail. En tout cas, on a à peu près un petit tiers qui estime que c'est trop optimiste. Alors, trop optimiste, on ne sait pas si c'est 500 000 de plus, 500 000 de moins, 1 million. Enfin, il y a une interrogation, même au terme du débat, ou pendant le débat et au terme du débat, sur le seuil. Et quand on a parlé de phaser et de phasage tout à l'heure, je le redirai, il était bon que le port procède à cette indication de façon à ce qu'on puisse suivre l'évolution et dimensionner cette affaire en cours de processus. On continue. Alors, sur la question d'emploi, vous avez compris pourquoi on a insisté sur la question d'emploi, parce que nous, évidemment, on avait regardé le questionnaire. Et est-ce qu'on pense que les prévisions du port sont réelles? Vous voyez, on a un parallélisme des formes. Ça, c'est les professionnels. C'est réaliste, trop optimiste, pessimiste, sans opinion. Bon, on a toujours une proportion de sans opinion assez voisine. Enfin bon, manifestement, le port doit encore convaincre sur ces sujets. Le port doit encore convaincre sur ces sujets. La prévision est annoncée comme réaliste, mais c'est pas surprenant. C'est pas parce que c'est le projet du port, ça a été redit tout à l'heure, c'est aussi parce que sur ces sujets d'emploi, n'est-ce pas, les promesses concernant l'inversion de la courbe du chômage, c'est pour amuser un petit peu les gens dans cette salle à 7 heures, les promesses annonçant l'inversion de la courbe du chômage provoquent chez nos concitoyens du scepticisme en général. Les questions d'emploi sont parmi celles qui suscitent le plus de scepticisme. Le fait est que ce sujet-là particulier, et y compris évidemment parmi les gens qui ont répondu qu'ils étaient très favorables au projet, qu'ils avaient confiance dans sa capacité à dire les choses. On continue. Alors, et la répercussion de cette analyse de la place de l'emploi dans le dispositif est très intéressante quant à l'importance des questions telles qu'elle a été hiérarchisée par les gens qui ont répondu à ces questionnaires. Les gens considèrent que la question de la formation des jeunes est une question absolument essentielle. Quand ils disent emploi, ça va être difficile, c'est compliqué, on n'y arrive pas, etc., ils pensent à formation des jeunes. Enfin, il faut former en plus nos jeunes, non pas qu'il y ait un rejet particulièrement des gens qui viennent de l'extérieur, encore qu'il ait été posé la question, la circulaire, des travailleurs détachés, etc., mais
cette question particulière du système de formation est venue dans la discussion. La question de la cohérence des politiques publiques, et vous y verrez là forcément la cohérence, notamment des politiques de report modal, est également venue dans les préoccupations très importantes de nos concitoyens. Les canaux et le fer, on a un peu insisté sur ce sujet, et l'adaptation du réseau routier. Il y a des gens qui disent qu'il faudrait faire une troisième voie, une quatrième, pourquoi pas, sur l'autoroute, reprendre les bretelles. Enfin, là encore, la précision de cette réponse, le fait est que dans les critères tels que nous avions proposés au débat, ce critère est important. Ensuite, là encore, les résultats tels qu'ils sont indiqués là sont qualitativement importants. Ils sont à méditer pour le port. Ils n'indiquent pas des points faibles du projet. Ils indiquent simplement des zones dans lesquelles il y a encore à convaincre, il y a encore à démontrer, et c'est parfaitement logique à ce stade du projet. Donc, un positif sur le cadre de vie 30,1, c'est qui va pas que négatif. Enfin, même 5%, c'est très significatif. Sur l'agriculture, positif, pas beaucoup. Mais là où on voit évidemment les impacts considérés comme négatifs ou redoutés comme négatifs par les gens qui ont participé, c'est sur la circulation routière où ils sont légèrement, là encore, c'est pas écrasant, mais enfin, c'est une zone d'inquiétude. Ça signale là des zones d'inquiétude par rapport au projet, et j'en dirai tout à l'heure également quelques mots. Encore, si vous voulez, ensuite. Donc, on a rappelé la question 8 sur est-ce que vous connaissez la différence, et parmi les gens qui connaissaient la différence entre les deux options, donc il y avait en gros une personne sur deux qui connaissait la différence, hein, qui disait, moi j'identifie particulièrement Baltique et EER. Quelle est votre position parmi ceux qui connaissent? Donc on a une majorité de gens, et là encore, je le dois dire, elle est assez nette, qui annoncent les gens qui hésitent. Et je vous assure que les gens qui hésitent, c'était pas la peine d'essayer de leur forcer la main. D'ailleurs, personne n'a essayé de leur forcer la main, je dois le dire, mais les gens, ils étaient devant leur papier, et quand ils savaient pas, ils mettaient je sais pas. Et quand ils hésitaient, ils disaient aucune des deux. Hein. Bon, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que parmi ceux qui connaissent, on a une préférence de 60,5 par rapport à Atlantique et de 20 et quelques par rapport à la Baltique. Sachant que l'option un petit peu des deux n'a évidemment pas été proposée à la discussion puisqu'elle est venue dans le cours de la discussion. Ensuite, alors on a essayé de faire une évaluation globale. Vous voyez, en fin de compte, hein, tout ça a bien pesé. Une fois que vous avez pris en compte les problèmes de route, les problèmes de modalité, les problèmes etc. Enfin, tout bien pesé, parce qu'il y a un moment donné, enfin, sauf quand on ne peut pas le faire, mais il faut bien dire les choses. Et je dois dire, c'est assez courageux de notre part d'avoir fait ça, parce que là, on risquait d'accusations de... En tout cas, les choses sont suffisamment claire, nette et précise. Alors, sur ce projet, on peut toujours dire projet 2020 tel que présenté par le maître d'ouvrage, tel qu'il est matiné ou mitigé par discussion. Enfin, les choses sont extrêmement claires, et d'ailleurs, ça rejoint le chiffre de départ. Donc, on a un nombre de gens défavorables, explicitement défavorables, gens qui disent non. Et là encore, je produirai, si vous le voulez bien, et si vous êtes suffisamment patient pour écouter une interprétation qui est forcément complexe, parce que cette affaire est compliquée. J'essaierai de dire comment j'interprète cette adhésion très importante avec, et c'est normal, et c'est l'honneur du débat public, des réticences, des réserves, des points d'inquiétude qui sont très importants. Alors on a fait un petit zoom également, est-ce qu'on peut l'avoir en fin de compte? On a fait un petit zoom sur Dunkerque et puis Gravelines-Laune-Plage, puisque cette question nous était apparue comme une question importante. Là encore, donc là vous avez, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, là, c'est où 50 là, on a décidément de difficulté avec les chiffres, avec les... voilà, 5. Ici, ça c'est 50. D'accord ? Donc ça veut dire que même, je veux dire, dans les endroits les plus concernés ou impactés par les projets, notamment le projet Atlantique, la position est plutôt favorable au projet dans les conditions que je vais essayer d'expliquer maintenant. Et puis aucune des deux, un certain nombre de jambes. Le scepticisme, en gros, ou la crainte, ou la peur, ou l'hésitation reste malgré tout proportionnellement plus importante. Il faut le dire, plus on se rapproche du projet, et là encore, il faut donner une explication qui ne soit pas seulement l'explication sur laquelle les gens de Gravelines ou de Laune-Plage seraient plus égoïstes ou plus nimbistes que les autres. Voilà quelques éléments sur le questionnaire. Je vous propose d'engager une courte discussion sur les résultats de ce questionnaire ou sur les positionnements. Et puis ensuite, je voudrais
au nom de la Commission, vous donner quand même quelques éléments d'analyse un peu globale de ce qui a été le débat, de l'interprétation qu'on fait des chiffres, parce que c'est pas le tout des chiffres ou des observations un peu thématiques qui ont été faites, c'est pas le tout de faire ces observations, encore faut-il les resituer dans une explication plus globale. Alors, qui veut intervenir sur le questionnaire lui-même, les réponses, la façon dont... etc. Je vous en prie, monsieur le maire. Bien, Monsieur le Président. Moi, je voudrais faire un peu une synthèse des 3 réunions auxquelles j'ai participé. C'est la 4e. Des nombreux échanges que j'ai eus avec les habitants de Gravelines, et pas seulement, puisque je suis conseiller général du canton qui va de Grande-Synthe jusqu'à Grandfort. Donc, je suis amené à côtoyer un peu toute cette population de l'ouest de l'agglomération. On va l'appeler comme ça pour ce grand débat. Alors, 5 thématiques. Il y avait un premier sujet, vraiment à Gravelines, c'était la route. Avec Stéphane Raison, on a vraiment beaucoup travaillé sur la route pour expliquer aux Gravelinois, surtout, mais aussi aux Grandfort-Philippois, qu'il y allait avoir 2 routes. Une nouvelle route qui allait contourner le bassin de l'Atlantique, et une seconde, beaucoup plus directe, qui allait être réalisée du rond-point de Donne-Plage jusqu'au rond-point de Bourbourg-Gravelines, qui arrive sur le secteur du Pont-de-Pierre. Donc ça, c'était, je crois, un travail qui a permis de faire comprendre aux gens, parce que vraiment, ça, c'était le point de fixation de départ qu'il fallait lever. Je crois que par un travail collectif et une pédagogie, on a réussi à expliquer, et moi, ma conviction, je le dis aussi clairement, que la future route qui sera tracée, pour celles et ceux qui s'intéressent, c'est le tracé violet, cette future route d'accès à Gravelines sera finalement meilleure que la route actuelle qui va en équerre de Lonne-Plage sortie de Lonne-Plage jusque devant Péchiné, qui longe Péchiné. Donc, quand vous sortez à Lonne-Plage, c'est quand même c'est pas un trajet très direct, où nous aurons un trajet beaucoup plus direct à l'avenir. Le deuxième sujet qui inquiète les Gravelinois, de manière générale, et les Grandfort-Philippois, Saint-Georges, etc., c'était la problématique du QPO. La crainte, c'était qu'avec ce projet de l'Atlantique, il y ait un développement du QPO. Le port a été très clair là-dessus, et je l'en remercie. On reste au niveau du QPO dans les dimensions actuelles. On ne le développe pas, on fait que du container. Ça, c'est l'engagement qui a été pris. J'en ai pris acte. Nous en avons pris collectivement acte. Je m'en réjouis, car nous travaillons depuis de nombreuses années sur la problématique du QPO, avec des buts, avec des systèmes d'arrosage. On fait beaucoup pour faire en sorte que cette problématique, il y a certains habitants de Gravelines qui sont là, qui pourraient en parler bien mieux que moi, soit enfin résolue. Je crois que cet engagement-là, il est aussi très important pour l'acceptabilité du projet. Le troisième sujet, c'était la pollution des bateaux. Là aussi, le Grand Port Maritime a été clair en disant que les bateaux seraient branchés sur des systèmes électriques au niveau de leur stationnement lorsqu'ils seront à quai, de manière à éviter les rejets de particules. Ça a été également exprimé à plusieurs reprises. Le quatrième sujet, plus complexe que le Grand Port Maritime ne pourra pas régler tout seul, bien évidemment, c'est, et d'ailleurs le questionnaire l'illustre bien, c'est le problème de la congestion. On utilise des mots qu'on souhaite, la congestion, la saturation, et une forme d'exaspération, bien sûr sur la 16, mais encore bien plus sur la 25. Les gens ont l'impression, de manière générale, et c'est pas qu'une impression, c'est une réalité, que la circulation de l'agglomération, c'est quand même devenu quelque chose de très compliqué. Donc ce sujet-là, c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'il y ait une réunion thématique sur le point de vue, sur ce sujet, on ne pourra pas l'occulter. Donc il faudra bien débattre, même si on sait bien que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va, je ne sais pas ce qu'il y aura lieu de faire un péage pour les poids lourds entre Dunkerque et Lille, faire une 3e voie sur la 16 entre Lonne-Plage et l'embranchement de Lille, je ne sais pas ce qu'il y aura lieu de faire, mais toujours est-il qu'il y aura nécessité quand même d'avoir des perspectives à court, moyen et long terme sur cette problématique des poids lourds, même si on a tous envie, bien évidemment, que ça passe par le rail et que ça passe par le fluvial, mais disons-le, il y a quand même beaucoup d'efforts à faire encore sur le sujet. Enfin, le dernier point qui, à Gravelines, a été bien mis en exergue, je trouve, c'est la lisibilité au niveau des emplois. Il y a des chiffres qui ont été donnés, bon, je pense qu'il y a un optimisme général, mais bon, c'est vrai que quelques expériences précédentes ont un peu refroidi les ardeurs. Je ne fais pas je ne stigmatise pas qui que ce soit, mais bon, chacun a bien en tête ce que j'évoque actuellement. Donc, il va falloir être très clair en termes de lisibilité au niveau des emplois. Quels emplois, quelles qualifications et un peu à quelle échéance. Je crois que c'est un petit peu les attentes qui sont formulées par la population. Sous réserve donc de ces 5 points, moi, comme vous l'avez évoqué, nous avons exprimé
un point de vue positif, mais avec les réserves, en demandant vraiment qu'il y ait un effort un peu collectif, comme nous le faisons souvent lorsqu'il y a des sujets un peu problématiques ou difficiles. On l'a fait pour quelques gros dossiers. Je pense au comité d'ancrage territorial pour la centrale, on l'a fait pour Aquanor, on l'a fait pour d'autres sujets. Un pilotage de l'État avec l'ensemble des services de l'État, c'est vraiment le gage d'avoir un traitement du sujet le plus large possible. Voilà, je vous remercie. Avant que la conclusion provisoire de cette affaire ne soit faite au nom de la commission par moi-même, qui va intervenir sur... Alors allons-y un peu sur... le débat, sur... Oui, monsieur Père. Bon, Dominique Père, ArcelorMittal. On ne refait pas le débat. Hein. Ah non, attends, vous me connaissez. Pas ça pour vous, monsieur Père. Tout à fait. Maintenant, les choses vont être dites. Bon, moi, ce que je tenais à dire, c'est que par rapport au mois de septembre, je pense que le projet a mûri et aussi l'ensemble des gens ont mûri autour du projet. Aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus d'opposition entre industrie et container, alors que c'était une question il y a quelques mois. Là, on voit que les deux plots sont complémentaires et que l'ensemble permettra d'améliorer la compétitivité de chacun. Ce que je vois aussi, c'est que maintenant l'option Atlantique, et même dans vos sondages, on le retrouve aussi, donc elle est soutenue majoritairement, grâce aux alternatives qui ont été proposées par le port, à la fois sur le court terme et sur le long terme. Ce que je tiendrais à souligner aussi, c'est le mieux travailler ensemble qui a été encore plus important ces derniers temps, qui a permis dès aujourd'hui d'améliorer la compétitivité de l'industrie. Donc ça, je tiens à le souligner, que ce mieux travailler ensemble permet de trouver des solutions et de trouver des solutions qui améliorent la performance dès aujourd'hui sans attendre 15 ans. Et puis je vais en profiter pour faire un petit témoignage sur le rail, puisqu'on a... Bon, je ne suis pas expert sur le rail, mais par contre, on est quand même le premier client sur le rail, à la fois français et bien sûr sur les Hauts-de-France. Et donc on fait voyager, je pense, à peu près plus de 5 trains par jour, à la fois de charbon, coke et de matières premières, et qu'on n'a pas de grosses difficultés de fiabilité. Et c'est le mode de transport qu'on utilise pour à peu près 80% de nos produits et qu'on continue à utiliser parce qu'effectivement c'est le plus fiable et celui qui répond le plus au service. Merci, monsieur Père. S'il vous plaît, quelqu'un avait demandé la parole, voilà, tout au fond. Et ensuite, je vous la passe, monsieur. Oui, bonsoir, Pierre Gonzalez pour la CGT l'Union locale de Dunkerque. Bon, par rapport à la présentation qui a été faite là, par monsieur le maire de Gravelines, tous ces projets là, de nouvelles infrastructures pour le financement, est-ce qu'il est prévu par rapport au financement dans le cadre du projet ou alors c'est un nouveau financement? Ça, c'est la première des questions. Est-ce que ça sera un financement également qui sera pris sur les deniers publics? Et la deuxième question, lorsque l'on parle, encore une fois, de l'environnement, lorsque vous évoquez les bateaux à quai avec les moteurs à l'arrêt et branchés donc, au niveau énergétique l'électricité, qu'est-ce qui a été prévu? Parce qu'aujourd'hui, en France, la situation, je dirais, de la production d'énergie électrique est catastrophique. Donc on n'est même plus capable de pouvoir fournir le pays complet en termes d'énergie électrique. Comment on va faire pour aller fournir cette énergie électrique au niveau de ces bastions? Alors monsieur, il vous reste encore 3 jours pour poser la question. Franchement, bon, sur la première partie de votre question, je ne souhaite pas qu'on engage la discussion là-dessus. Et par ailleurs, j'aurai l'honneur de présider le débat national sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc nous aurons probablement l'occasion, monsieur le maire, vous avez parlé, de faire une réunion publique sur les territoires denses en énergie, notamment à Gravelines. Donc voilà, donc vous n'avez pas fini de me voir, voilà, vous n'avez pas fini d'en finir avec moi. Donc je ne vous suggère pas qu'on réponde d'emblée à cette question, vous pouvez encore poser sur le temps du débat, qui d'ailleurs été posé dans une série de cahiers d'acteurs à qui paye, parce que quand on ajoute les choses, une plus ça, plus ça, plus ça, le maître d'ouvrage a déjà un peu répondu. Oui monsieur, je vous en prie, vous vouliez intervenir. Ensuite monsieur. Bonsoir. Toujours sur le fond, hein. Oui, je vous en prie monsieur. Je voulais simplement intervenir sur le sujet de préoccupation principale des Français, qui est l'emploi. On
On a bien sûr donné des chiffres, on ne va pas revenir dessus. Vous ne vous êtes pas présenté, monsieur. Oui, c'est important je m'appelle Charles-Henri Tourillon, je travaille depuis de nombreuses années dans la filière portuaire. D'accord, Voilà. c'est parce que... Donc je suis un régional de l'étape. On enregistre. Voilà, parfait. C'est sûr. Bon, je voulais simplement dire qu'encore une fois, l'emploi, préoccupation nationale des Français, toutes les expériences qui ont été faites dans tous les endroits du monde et dans tous les ports d'Europe font que un nouveau terminal, c'est générateur d'emplois et qu'il n'y a pas de petits emplois. Ce projet va générer des emplois sur un ensemble de gammes de travailleurs, des travailleurs non qualifiés, des travailleurs plus qualifiés, des travailleurs très qualifiés. Ça va générer également de nombreux emplois indirects, que ce soit dans les ateliers de maintenance, que ce soit pourquoi pas des coiffeurs, pas pour moi bien sûr, mais pour d'autres. Ça pourra générer quand même beaucoup d'activités et donc de la valeur ajoutée pour le territoire. C'est une variable très importante et à tous les niveaux. C'est ce que je voulais dire. Insistez là-dessus. Merci. Merci, monsieur. Monsieur, tout au fond, il y a quelqu'un qui avait levé la main. Est-ce que c'était vous, monsieur? Si c'était vous, alors la parole est à vous. Oui, bonjour, Marcel Croquefer, au nom de l'Union locale CGT. Voilà, le cahier d'acteurs n'a pas été présenté. Bon, peu importe, moi j'invite les participants à le découvrir lorsqu'il sera mis en ligne. Hein. J'en profite donc pour vous inciter à le faire. Vous comprendrez les raisons profondes qui nous ont classés dans la catégorie de droite, même si j'aurais préféré l'avoir dans l'autre sens. Mais cela étant dit, je voudrais revenir sur la question de l'emploi, qui a été la question centrale de nos interrogations à l'Union locale CGT, pour préciser que nous avons trouvé effectivement le chiffre de 16 000 et de 16 000 emplois relativement optimiste, et que nous n'avons pas trouvé, y compris dans les débats, dans les présentations qui nous ont été faites, les raisons qui auraient permis de contrarier nos premières appréciations et nous faire changer d'avis là-dessus. J'insiste sur le fait que nous sommes demandeurs d'une étude approfondie sur le sujet, hein, notamment par l'INSEE. D'ailleurs, je remarquais à l'assistance que lors d'agrandissement du port du Havre, l'INSEE a enquêté de cette façon-là, hein, a été sollicité, et que bien entendu, il serait le bienvenu qu'on puisse participer au cahier des charges, parce que nous envisageons au cahier des charges de cette étude, parce que nous envisageons effectivement de gagner en information, non seulement sur la quantité, mais sur la qualité des emplois, et particulièrement pour anticiper sur les besoins de formation. Donc, sans cette étude, il est évident que, je l'ai dit d'emblée, nous restons très pessimistes, d'autant plus que les qualités d'emploi qui ont été annoncées, hein, qui sont chiffrées dans le projet, font état de plus de 17%, si ma mémoire est bonne, d'emplois intérimaires, ce qui est relativement particulièrement élevé par rapport aux moyennes nationales et régionales dans ce domaine, hein, et que ça nous incite à être très prudents sur la qualité de ces emplois et sur et notamment pour en terminer, notamment dans le contexte actuel où on voit les remises en cause faites au niveau national sur les moyens et les perspectives de pouvoir faire en sorte que les syndicats puissent se défendre dans ce domaine. Merci, monsieur. Vous vouliez intervenir, je vous en prie. Vous, madame. Priorité à vous, madame, parce qu'on fait... Il faut que ce soit féminisé, vous voyez. Évidemment, on est loin de la parité, mais on retrouve ce que je disais sur la proportion de répondants par rapport à la proportion de répondantes. Oui, Bonsoir. madame, je vous en prie. Mais... Donc, je suis Pascal Vercamer, je travaille à l'Union maritime et commerciale. Et il y a une famille à l'Union maritime et commerciale qui s'appelle l'Association des transporteurs usagers du port de Dunkerque. Tout à l'heure, dans l'acheminement des conteneurs évacuation, j'ai entendu en fait qu'il y a un chiffre qui a été donné, que d'ici 2035, il y aura 1100 poids lourds par jour par sens qui seront générés. Je voulais préciser, et c'est écrit dans le cahier d'acteurs des transporteurs, que même si ça peut paraître un problème éventuellement de santé publique et d'environnement, les camions actuels sont équipés de la norme Euro 6. Ne refaisons pas le débat. Là. Je voulais préciser, c'est juste pour préciser la chose. Ouais. Les camions actuels sont équipés de la norme Euro 6, qui proportionnellement sont moins polluants que les véhicules légers.
et que d'ici 2035, il y aura des évolutions dans ce domaine. On ne roulera peut-être plus au diesel, peut-être qu'on roulera au GNL, sûrement même, et peut-être même à l'électrique, comme le fait l'industriel Tesla actuellement, qui a un carnet de commandes qui est plein. Et dans le cadre de la pollution atmosphérique, il y a l'association Atmo qui mesure le taux de particules dans l'air et qui fournit des données quotidiennement auprès des citoyens. Merci madame. D'ailleurs, nous avons interrogé l'Atmo comme expert, pour le coup, qui a en effet donné un certain nombre d'éléments d'information. Monsieur, s'il vous plaît, je vous demande de ne pas refaire le débat et de refaire la pub pour l'autre cahier d'acteurs, les uns ou les autres, parce que voilà, on est presque au bout. Il faut savoir commencer, finir non pas une grève, comme disait Maurice Thorez, mais un débat public. Voilà. Je vous en prie, monsieur. Thorez, ah tiens. Elle a dit ça, il faut savoir terminer une grève. C'est pour faire la relation. Donc, Parti communiste. Est-ce que vous me permettez de rendre un hommage? Je vous en prie, monsieur. Voilà, nous ne serions pas ici ce soir à débattre du port de Dunkerque si à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas eu la mobilisation des dockers et leurs syndicats CGT, mais aussi la population, ainsi que des élus communistes comme André Pirard, député, et Lucien Dufuller, élu communiste, pour imposer la reconstruction du port qui était dévasté, tandis qu'Anvers, à côté, était quasiment intact. La question est pourquoi? Je vous invite à aller voir un certain nombre d'historiens qui vont vous renseigner sur la question du port, de sa vie depuis le XVIIIe siècle. Merci monsieur, ce rappel historique. En effet, c'est une chaîne d'histoire dans laquelle chacun, petite vie, ses petits trous. Alors après Maurice Thorez, Lénine, c'est Lénine qui dit nous sommes tous une petite vie, c'est une petite roue sur les chemins de l'histoire. Voilà, bon, donc, vous voyez que j'ai comme ça une série de citations adaptées à chacun des intervenants. Voilà. Donc, je voudrais maintenant, si vous voulez bien, sauf si quelqu'un a demandé, vous dire quelques mots au nom de la commission sur la façon dont nous allons, au regard également des choses que vous nous avez dites ce soir, orienter notre rapport. Donc, j'en viens donc cette fois au fond un peu de notre propos. Donc, mes observations, je le redis, ne sont pas des conclusions, mais des remarques collectives qui, au nom de la commission, serviront à préparer le rapport qui sera rendu à l'occasion du public, à l'occasion d'une conférence de presse le 22 février. Alors il faut dire les choses d'une façon très claire. Je crois qu'à l'évidence, le récit que fait le port de son avenir rencontre un écho positif auprès des participants du débat. Et cet écho renvoie à ce que j'appellerais une certaine fierté territoriale, inscrite dans l'histoire, monsieur, vous avez raison de le dire, et dans la géographie du lieu. Ainsi, dans la vraie fausse querelle avec Le Havre, les personnes interrogées ont répondu avec force la chose suivante. Le tour de Dunkerque est venu. Il n'y a pas de raison que les efforts de la nation aillent toujours au même et que la place dispose, l'ont-ils dit de façon très claire, la place dispose d'arguments à faire valoir dans la comparaison entre les ports. Ainsi, la volonté de la même façon de s'inscrire dans l'ensemble régional, dans un ensemble régional plus vaste, dont témoigne l'adhésion assez forte à l'idée que Dunkerque soit vraiment le port des Hauts-de-France, est une observation importante. Le sentiment qu'ont exprimé au fond les participants de ce débat est qu'il était temps qu'un projet de cette ampleur émerge ou ressurgisse à Dunkerque. Profondément touché par des années de crise, fortement marqué par le chômage, et en particulier par le chômage de ces jeunes. La demande, d'une certaine façon, telle que nous l'avons perçue, est que la promesse dunkerquoise continue à tourner le dos à la litanie d'abandon, d'usines qui ferment, de populations qui baissent et de jeunes qui doivent partir. Le soutien plus que net, d'une majorité de personnes ayant répondu au questionnaire au projet 4000 2020 témoigne de cette aspiration à ne pas risquer de rater ce train-là de la modernité, à vivre mieux la mondialisation, bref, une aspiration à améliorer l'image d'un territoire perçu, malgré tous ses atouts, comme devant gagner en attractivité. L'idée qu'il y a une fenêtre de tir à ne pas rater dans les 10 ans qui viennent a du coup pesé d'une façon ambivalente sur le débat.
D'un côté, elle a amené positivement, et je m'en félicitais tout à l'heure, chacun a mesuré ses arguments, à faire attention à ne pas hausser le ton. De l'autre, elle a un peu négativement assourdi, on va dire, la controverse, chacun redoutant d'être accusé de compromettre le projet en affaiblissant le consensus qui est évidemment nécessaire pour franchir les étapes ici ou dans les moments des décisions à venir. En tout état de cause, pour avancer sur le chemin, la place du port, interprétée parfois comme une sorte de retour sur le devant de la scène, est apparue comme importante. Le débat a été ainsi souvent ressenti par nos concitoyens comme l'occasion d'une reprise de contact, d'un dialogue qui se renoue, d'une sorte de retrouvaille. Pour l'avenir, le crédit ouvert au grand port maritime de Dunkerque tient à la fois à la prise en compte de sa puissance, à son caractère public et au respect qu'inspirent, il faut le dire, ses dirigeants actuels. Il est frappant de constater, à cet égard, que sa capacité économique et financière, apportée pour l'essentiel par lui-même son projet, n'a presque pas été mise en cause ni contestée. Mais ce crédit, dans lequel la compétence du maître d'ouvrage est apparue digne de confiance, si net soit-il, n'est ni illimité ni inconditionnel. Nous avons rencontré pendant le temps de ce débat quelques fortes réserves et des points sur lesquels il reste au port à convaincre davantage certaines catégories du grand public. Alors notre rapport sera l'occasion de justifier davantage ce constat qui ne porte pas sur le fond, mais qui porte sur la façon dont le public a accueilli ces éléments. Et je voudrais essayer de mettre en perspective, cette fois-ci pas de les aligner, mais d'en rendre compte quant à leur histoire et quant à leur dynamique particulière, ces différents éléments. Concernant les objectifs d'abord et l'opportunité du projet. Le GPMD a bien fait, on l'a dit à 3 reprises ce soir, d'indiquer qu'il envisageait de phaser son projet. La marche paraît en effet très haute à un certain nombre de participants, dans un contexte où la concurrence est vive, où le nombre de ports qui comptent à l'échelle mondiale ne va pas aller en s'étendant beaucoup. Même si les objectifs affichés ne dérogent en rien au modèle ou aux critères de la profession et se présentent comme prudents, certaines interrogations ont été confortées par les observations d'experts et mériteraient d'être mises en regard d'études plus fines. Concernant cette fois les conditions qualitatives pour atteindre ces objectifs ensuite, les participants ont pris note des nombreux atouts du port, y compris quant au climat social, mais ils savent aussi qu'un projet d'infrastructure ne suffira pas et qu'il devra, pour être compétitif, être accompagné d'un projet plus qualitatif de service. Ce point a été évoqué par mes collègues tout à l'heure. Ils ont bien compris, pour reprendre une expression entendue, et je crois que c'est le maître d'ouvrage qui a prononcé peu ou prou cette phrase, ils ont bien compris qu'il fallait passer d'un port ayant vécu longtemps sur la rente industrielle ou énergétique à un port commercial de plein exercice. Et cela est évidemment difficile à un moment où le commerce international et logistique sont justement en pleine évolution, en pleine révolution technologique et digitale. Les efforts donc à effectuer pour mailler la chaîne d'intelligence, la chaîne de compétences pour franchir le cap 2020 dans tous les domaines, sont donc ressentis à juste titre par nos concitoyens comme extrêmement importants par tous. Il est au demeurant plus sain aux yeux des gens qui organisent des débats publics que soit élevée la conscience des ressources et des moyens à réunir plutôt qu'elle soit sous-estimée. D'autant que certaines de ces conditions relèvent évidemment avant tout des efforts du port lui-même et d'autres de l'ensemble, c'était peut-être le propos de M. Vergrit tout à l'heure, de l'ensemble des acteurs de ce territoire. Alors celles qui relèvent avant tout du port et de la communauté portuaire, port considéré au sens large, ils ont été largement discutés. La technicité de l'accueil des navires. Je remercie au passage, je ne sais pas s'ils sont là ce soir, les pilotes qui nous ont fait visiter leur station de pilotage, et nous ont pris le plus vif intérêt à cette visite. Donc la technicité de l'accueil des navires à coup sûr, la dynamique commerciale pour démarcher dans le monde entier et pour regagner des parts de marché face aux ports belges et hollandais, l'excellence, l'agilité, l'adaptation fine du service aux clients, la capacité, ça a été dit, à massifier les petits volumes, le potentiel d'innovation technologique, la possibilité d'attirer des opérateurs de logistique de bord à quai,
l'importance de faire appel à des acteurs venus de l'extérieur, tout en permettant, c'est un pari un peu compliqué, de faire appel aux PME déjà présentes pour hausser leur niveau de compétences. L'effort aussi des industriels pour mieux utiliser leur port. Il revient donc désormais, pour cette part des responsabilités, à l'équipe du port de mobiliser les talents qui seront là, d'aller chercher ceux qui manquent, d'être extrêmement attractive dans un contexte où les concurrents font aussi mouvement dans la prospective et dans la mobilisation de la ressource humaine. Mais il y a aussi une série de conditions qui ne relèvent pas du port au sens strict de ce terme. Prenons par exemple la multimodalité pour laquelle le GPMD annonce une montée en puissance très importante. Il est clair que le succès du port de Dunkerque, mais il en sera ainsi de tous les ports, dépendra de décisions politiques prises à l'échelle européenne et à l'échelle française. Aucun ne s'en sortira si on ne réduit pas les distorsions de concurrence entre les États, tout comme les écarts de compétitivité entre les modes. Les Dunkerquois se sont réjouis des déclarations du Premier ministre les concernant. Il reste, comme le Premier ministre l'a d'ailleurs annoncé, à décliner ces orientations en mesures concrètes. Des décisions fortes sont espérées, sont attendues sur des sujets majeurs, l'aide à la pince, l'affichage d'une vraie politique du fret ferroviaire ou de soutien à la bétellerie figurent parmi ces sujets. Alors, la déclinaison régionale de ces politiques est également venue dans le débat comme un enjeu majeur. Pas seulement les orientations politiques nationales, les orientations politiques régionales. Sur ce point, et à ce stade, les prévisions du port reposent sur l'affirmation réitérée des opérateurs publics sur laquelle ils parviendront à l'accompagner dans son projet. Mais cette affirmation, contestée par certains participants, pour lesquels l'ajustement ne se fera pas à coût constant, la question vient d'être rappelée, mériterait d'être confortée par l'affichage d'une planification plus serrée. D'une façon générale, la cohérence des politiques d'État ou la capacité du service public à programmer, pas seulement à annoncer en général, mais à programmer les investissements dans les temps adaptés, sont incontestablement apparus, et c'était encore le cas dans notre débat tout de suite, comme un point de vigilance pour les années à venir. Il y a enfin des conditions à réunir qui relèvent d'une bonne articulation, cette fois entre le port lui-même et les acteurs de la place et les acteurs du territoire. Et pour illustrer mon propos, je retiendrai à nouveau que les deux questions qui ont été largement évoquées ce soir, celle de l'emploi et celle des impacts routiers. Ce sont les points sur lesquels, vous l'avez vu, ce n'est pas la position de la Commission, c'est ce que nous avons entendu. Et je crois nous avons rendu compte de façon loyale. Ce sont les points sur lesquels nous avons rencontré le plus de scepticisme parmi les personnes qui se sont exprimées. Alors bien sûr, ces points appellent, le Grand Port l'a dit, des études, des expertises, le poursuite même du projet dans les mois et dans les années à venir. Nous voudrions cependant insister sur le fait que nos concitoyens attendent, au-delà de ces études, qu'un projet exceptionnel, car ce projet reste un projet exceptionnel, corresponde des dynamiques territoriales un peu exceptionnelles. Sur le court ou moyen terme, le débat a fait émerger des propositions concrètes permettant de commencer à traiter ces sujets sensibles. Ainsi, celle, M. Croquefer l'a rappelé tout à l'heure, celle de saisir l'INSEE pour qu'elle produise un état très précis des emplois existants sur la zone portuaire, comme il en était réalisé dans d'autres circonstances à propos d'autres ports français. Ainsi, celle, ça a été évoqué, d'un guide sur les formations aux métiers portuaires dans le Dunkerquois. Ainsi, celle de travailler aux conditions d'amélioration de la fluidité, d'ores et déjà, pas dans le futur, sur l'autoroute A15, donc c'est pas A16, n'est-ce pas, A16, et sur les voiries du Dunkerquois. Ça, c'était pour me faire pardonner ma bourde à Gravelines. Ainsi aussi, proposition d'un atelier permanent sur les questions touchant au port connecté. Ainsi, celle de la relance d'une étude sur la qualité de l'air. Toutes ces propositions sont venues d'horizons extrêmement différents. Nous mentionnerons dans notre rapport d'autres propositions précises recueillies dans le cours du débat, et par exemple, dans le cahier d'acteurs, ça a été évoqué aussi, de la ville de Gravelines en matière d'emploi ou de transport ferroviaire de voyageurs. Mais il est important de constater que l'affichage du projet du GPMD a remis sur la sellette des éléments plus structurels du dysfonctionnement actuel dans le territoire, des points de transition, des points de tension très fondamentaux, source d'inquiétude et d'insatisfaction. En matière d'avenir économique, nous avons touché du doigt les craintes quant au devenir industriel et notamment de la sidérurgie.
Là où certains voient dans le conteneur une opportune perspective de diversification, d'autres craignent que cette diversification ne soit insuffisante et ne reproduise les mêmes défauts que le modèle de développement antérieur. D'autres redoutent, à l'opposé, que le conteneur ne serve à anticiper sur le départ éventuel du plus gros acteur industriel de la ville. Et le positionnement en faveur de la variante baltique, ça a été dit, mais nous devons le rappeler, s'il est minoritaire, il est beaucoup moins dans les catégories qui y voient une façon de réunir une chance supplémentaire pour le maintien de cette usine. Mais bien d'autres sujets se sont invités dans le débat qui, d'une certaine façon, se posent d'ores et déjà et presque indépendamment du projet dont la réalisation au demeurant va s'étaler sur une quinzaine d'années. La situation de l'autoroute, liée au trafic de proximité et à la surutilisation des véhicules individuels liés à l'étalement urbain. En matière de formation, les difficultés d'ajustement de l'offre et de la demande de travail déjà présentées par un certain nombre d'industriels, les problèmes de qualification récurrents soulevés d'ores et déjà par les industriels et qui sont vécus très douloureusement, on peut vous le dire, par les jeunes avec qui nous en avons parlé. Tous ces problèmes préexistent au projet du port. Le débat n'en a fait que rappeler l'acuité, comme l'avait fait avant lui toute une série de concertations, comme les États généraux de l'emploi. Mais le projet les actualise. Il appelle d'autant plus à des actions concertées que tous les participants ont fait une observation simple. Nous avons le temps d'y réfléchir ensemble. Les échéances, les délais correspondent au temps nécessaire pour nous y préparer. Il serait donc de mauvais aloi de faire au port le reproche de faire surgir les problèmes. Il serait également de mauvais goût de lui faire porter la responsabilité de les résoudre à lui tout seul. Mais il serait de mauvaise politique de ne pas l'interpeller sur la façon dont l'impact de son projet percute ces problèmes préexistants ou contribue à leur exacerbation. La convergence des efforts de tous, le public attend de l'avoir inscrite dans l'ensemble des documents de programmation de l'État, dans tous les documents de planification de niveau régional, de l'agglomération ou des intercommunalités. C'est à une échelle plus vaste que simplement le domaine portuaire qui est suggéré par certains, on l'a vu, la mise en œuvre des compensations environnementales impliquées par le projet. Dans le même esprit, le port, les participants attendent du port, qu'il prenne sa part, qu'il s'inscrive de manière plus opérationnelle dans les objectifs et les dispositifs qui sont les priorités du territoire, par exemple en matière d'impacts environnementaux globaux et par exemple de qualité de l'air ou d'effet de serre. À l'évidence, le débat sur ces sujets est loin d'être achevé, tant ils sont complexes, tant ils comprennent d'incertitudes sur les évolutions à venir, qu'il s'agisse du contexte international global, des évolutions réglementaires, de comportement ou de technologie. Je m'arrêterai enfin sur les questions d'environnement, qui ont occupé une place significative en arrière-plan de ce débat. Comme on parlait de lien entre la mondialisation et l'avenir d'un territoire, le port a été nécessairement interpellé, ça a été dit, en termes de modèle global de développement. On l'a interrogé sur les circuits courts, sur les replis protectionnistes, sur les évolutions géopolitiques proches ou lointaines. Mais l'interpellation du modèle global de développement s'est surtout incarnée de fait dans la question de la soutenabilité du projet sur le territoire lui-même. Au sens où, en tout cas, on en parle ici à Dunkerque, c'est-à-dire de cadre et de qualité de vie, de rapport à l'espace, de rapport au paysage, aux risques et à la mer. L'interpellation et les contestations, on a pu le constater, ont été d'autant plus fortes qu'on se rapprochait du front, j'allais dire, des territoires directement concernés par le projet, notamment dans sa version atlantique. Il faut remonter en effet à l'histoire, de même qu'il faut s'occuper de géographie. Il y a eu dans le cycle précédent, ce que j'appellerais, pour parler court et pour parler un peu grandiloquent, un pacte territorial de croissance qui était passé avec les populations comme salariés et comme habitants. Une sorte de contrat parfaitement bien expliqué, chacun à sa façon, par les maires de Laune-Plage, de Grande-Sainte et de Gravelines, à l'occasion des réunions publiques dans leur ville. Pendant des années, la population du territoire ont accepté de prendre courageusement à leur charge des risques et des aléas liés à la présence sur leur territoire d'un puissant système industriel et énergétique, au demeurant voulu par la nation dans son ensemble. En contrepartie, les retombées économiques en termes d'emploi, les retombées fiscales réinvesties dans le cadre de vie et l'accès aux loisirs ont été des éléments importants de leur acceptabilité. Pour des raisons de conjoncture globale dont vous ne portez pas les uns ou les autres la responsabilité qu'il faut constater,
Ce compromis est vécu au pire comme révolu au mieux, comme susceptible d'être remis en cause. D'autant que les éléments propres aux Dunkerquois paraissent montrer que ce compromis atteint certaines de ses limites ou qu'il n'est plus reproductible dans les mêmes termes que par les années passées. Les conditions dans lesquelles, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que nous avons entendu, l'espace paraît fragmenté, mité, artificialisé. Le sentiment que l'accès à la mer se restreint imperceptiblement. La distance au commerce et aux équipements publics. L'intuition que la santé publique devient un vrai problème. Tout cela explique la crainte apparue tout au long de ce débat que le projet du port n'aggrave ces questions plutôt qu'il ne les aide, qu'il ne l'aide à les résoudre. Et cette crainte existe, y compris chez les gens qui soutiennent et qui soutiennent massivement, ça a été clairement dit, ce projet-là. Le GPMD vit peut-être mal cette interpellation, car il n'est qu'une composante du problème et il affichait par ailleurs vraiment les meilleures intentions du monde, reconnues par les observateurs sur certaines de ces questions. Mais outre le fait qu'il est parfois difficile pour nos concitoyens de faire la distinction entre le port comme entité administrative et politique et puis tous les acteurs de la zone portuaire, le grand port maritime de Dunkerque doit prendre conscience que son projet intervient comme un élément qui modifie les conditions du deal social antérieur. Nous n'avons cessé d'entendre la crainte exprimée de l'enclavement ou celle de la coupure en deux du territoire, celle d'un mur d'entrepôts long des voiries. Les concitoyens qui se plaignaient autrefois de l'éloignement du port vers l'ouest nous signalent désormais qu'ils redoutent maintenant en partie les effets de son rapprochement avec les maisons et les populations. Ce qui était un élément d'acceptabilité, c'est-à-dire son énorme emprise foncière, qui laissait des espaces libres qui d'une certaine façon faisaient tampon et perçus comme pouvant se déliter. Du point de vue du grand port, ce qui faisait moins tension depuis que le port s'était éloigné de la ville redeviendra forcément un souci de préoccupation majeure qui, s'il tend à occuper, ce qui est au fond sa vocation, la plus grosse partie de l'espace dont il est affectataire. La conscience est forte parmi nos concitoyens qui ont débattu que les tolérances antérieures d'usage devront inévitablement être revisitées, que des situations provisoires qui durent depuis longtemps devront être renégociées, que des façons nouvelles de mettre la population en contact avec son port et le littoral devront être réinventées. Cette tension, elle est familière à tous les ports de grande importance, et notamment aux ports qui sont situés dans des espaces plus denses, particulièrement, qui sont, vous le savez, particulièrement attentifs au couturage, expression a été employée par ma collègue tout à l'heure, de leurs espaces avec les espaces de vie dans toutes ses facettes. Cette question fait l'objet d'innombrables études, d'innombrables colloques. On faisait allusion à celui de l'Association internationale des villes portuaires tout à l'heure. Du coup, les interpellations sur le bruit, la circulation, les poussières ne doivent pas être interprétées à notre sens sur le seul registre de ce qu'on appelle le nimbisme, c'est-à-dire de l'égoïsme, d'une forme d'égoïsme, d'une protestation de certaines populations qui touchent à leurs petits intérêts simplement, mais sous l'angle de la demande d'un nouveau compromis quant à la gestion de l'espace entre une conurbation et les activités productives en général. Alors on a entendu, et d'ailleurs nous avons eu un témoignage tout à l'heure, d'une certaine façon, ce que j'appelle moi de l'optimisme technologique, répondre à ces objections. Donc la prise en compte d'évolutions qui par ailleurs sont constatées ou qui sont à venir en matière de motorisation des camions, en matière de motorisation des bateaux, en matière d'avitaillement. Tout ça constitue un élément fort incontestablement de la réponse, mais il sous-estime, je le dis avec une certaine force, l'interpellation de fond d'une grande partie des habitants. Et des réponses plus opérationnelles, on l'a vu, on a cité tout à l'heure le belvédère, le center port, la piste cyclable, les voiries séparées, les protections phoniques, ça fait mouche. Ça fait mouche aux habitants. Elles ont une capacité de conviction nettement plus affirmée. Et le problème est qu'elles, à ce stade, dans leur énoncé actuel, elles paraissent encore disproportionnées par rapport à la totalité des problèmes tels que ressentis et qui sont produits d'une longue accumulation. La demande des habitants appelle sur la question de l'espace la même promesse de modernité que sur le projet en lui-même, c'est-à-dire son intégration poussée à un immense effort de longue haleine pour être dans le peloton des territoires les plus avancés en la matière. Quelques exemples venus dans le débat montrent que les politiques des uns et des autres doivent s'afficher comme des éléments d'un même projet global
portant cette excellence. Et c'est peut-être à cela que monsieur le maire faisait allusion tout à l'heure, et je regrette qu'il n'ait pas entendu mes propos tels que je les tiens à ce moment-là. Quid de la poursuite de la reconquête par la ville, ou l'agglo, du port Est? Comment l'amélioration du système de transport prévu pour tout le Dunkerquois permettra-t-elle une réduction de l'usage de la voiture et au passage un meilleur accès des salariés futurs à leur zone d'entreprise? Comment s'articuleront les vocations industrielles, portuaires et touristiques de Dunkerque? Au fond, il y a la demande forte chez les habitants de la recherche de signaux coordonnés, visibles depuis l'intérieur, mais aussi visibles depuis le lointain. Si d'aucuns redoutent les impacts négatifs de ce projet, d'autres y voient une opportunité pour tangenter les niveaux atteints par les ports de Rotterdam, de Hambourg et, oserais-je le dire à cet instant, parfois par les villes d'Anvers et même du Havre. À ce point, j'en arrive presque à la fin de mon long exposé, mais si on donne aux citoyens une réponse qui n'est pas conforme à la qualité de ce qu'ils nous ont dit, et un peu improvisé, et simplement, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça, puis au revoir, bon, ça n'ira pas. Donc j'ai pris un peu le temps, par respect aussi de ce que nous ont dit nos concitoyens, et par respect des différents acteurs de ce port. J'en arrive donc néanmoins à la fin de mon exposé. La crédibilité fondamentale du projet reposera, à notre sens, sur l'affichage d'une gouvernance forte du projet, considérée comme une composante majeure d'un projet de territoire. Alors le port nous a souvent dit, parfois agacé quand on leur faisait la remarque, qu'il n'avait pas attendu le débat pour nourrir les contacts avec tous les secteurs, vous-même, mesdames, messieurs, de la société dunkerquoise. Il a souvent utilisé le terme de port partenarial pour manifester son ouverture à de multiples collaborations. Donc les acteurs, je crois, et les habitants, vous-même, ont eu l'occasion de s'en féliciter. Et chez eux, chez nos concitoyens, et probablement chez les acteurs ici, est apparue une volonté assez forte de maintenir dans la continuité les réflexions, les contacts noués ou renoués à l'occasion de ce débat. Alors ça sera le rôle du garant, parce qu'il y a un garant de par la loi qui sera nommé pour voir la façon dont les conclusions ou les propositions issues du débat public seront suivies, et cela jusqu'à l'enquête publique. Mais au fond, la suite va s'organiser selon 3 lignes fortes, à mon avis, de direction. Certains problèmes devront être réglés par le port dans ses instances et avec sa tutelle, et nous ne saurions nous prononcer sur ces problèmes car ils concernent le fond du projet. Par exemple, son phasage ou l'articulation définitive entre la variante atlantique et la variante baltique. Mais ces arbitrages, vous l'aurez compris, ne relèvent pas, j'allais dire, d'une simple affaire de famille. À y regarder de près, redisons-le, si l'option atlantique cristallise l'attente d'un projet réaliste, crédible et moderne, l'option baltique paraît cristalliser symétriquement et d'une certaine façon la convergence à 2 angoisses persistantes. L'une concerne l'avenir de l'industrie et l'autre concerne l'avenir du cadre de vie, l'avenir de l'espace. De la même façon, à coup sûr, d'autres problèmes devront être réglés par le port en face à face, en partenariat, en bilatéral entre le port et ses partenaires. Mais le débat a fait surgir incontestablement la conviction que le projet, au-delà des formes variables selon les questions, doit s'inscrire dans un cadre global, formant une sorte de môle dunkerquois au service d'un projet portuaire. Un môle dunkerquois en réseau autour de son port. Faut-il une maison du projet comme lieu d'information et de réflexion partagée, anticipant sur le center port, où se croiseraient d'ores et déjà des experts, des parties prenantes, des simples citoyens? Faut-il un site? Il ne nous appartient pas d'indiquer les formes, mais grande nous apparaît la nécessité d'un véritable carrefour des compétences, des excellences et des énergies autour de ce projet, de sa discussion et de son dimensionnement à venir. En tout cas, il ne faudra pas s'en tenir aux acteurs institués. Il sera nécessaire et utile d'associer directement, pardonnez l'expression, mais je n'ai pas d'autre trouvé au moment de la rédaction de cette affaire, les citoyens de base à la poursuite du projet. Les riverains, les pêcheurs, les ouvriers, les habitants en proximité du projet, tous ont une expertise, une capacité d'alerte qui sera utile à chaque phase. Enfin, pour que le projet soit consensuellement dimensionné, dans le processus même de sa réalisation, car c'est ce qui nous est annoncé, in fine, le projet sera dimensionné en fonction d'un ensemble de conditions qui touchent à la fois au marché, qui touchent à la conquête de l'interne, qui touchent au dispositif d'acteurs et qui touchent aussi à l'acceptabilité par la population. Donc,
quel que soit le dimensionnement de ce projet, et pour que ce dimensionnement soit correct, pour qu'il soit aussi soutenu au plus haut niveau de l'État, comme il convient à un projet d'intérêt national. Il est stratégique que son portage soit une affaire inscrite dans la durée et dans toutes ses dimensions. Il conviendra de relayer politiquement au plus haut niveau celles de ces demandes qui tendront à mettre le port à armes égales avec ses concurrents et partenaires. Mais il ne suffira pas aux acteurs locaux de suivre le port en répétant la même chose que lui. Il conviendra de le solliciter, de l'interpeller si nécessaire, de l'aider à faire face aux demandes et aux alertes de la population. Et je suis bien certain, ça sera mon mot de conclusion, que tous les responsables ici présents auront à cœur d'entendre le message de leurs concitoyens dont nous avons essayé d'être les humbles relais, donner la parole, vous donner la parole et la faire entendre. Et je suis convaincu que notre débat public aura contribué à renforcer la voie d'une alliance durable pour le port de Dunkerque et pour l'avenir de son territoire. Je vous remercie. Alors, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire toute sa détestation de ce que j'ai indiqué? Monsieur le maître d'ouvrage, je ne vais pas monopoliser la parole pendant très longtemps. Moi, je voudrais profiter des quelques minutes qui nous restent pour vous remercier, tous et toutes. D'ailleurs, d'abord, remercier mon équipe, parce qu'ils ont été mis à rude épreuve pendant 1 an. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur ce débat public, hein, soit dans la saisine de la CNDP, soit dans la préparation du DMO, soit dans 4 mois d'une intensité jamais vue dans les travaux du port. Donc on va les féliciter. Et je voulais prendre un petit moment pour eux, parce que je peux vous dire qu'ils y ont passé leur nuit, leur journée. Ils n'ont jamais baissé pavillon. Et donc voilà, ils sont là, ils ont été remarquables. Voilà. Donc si vous pouvez encore les applaudir une seconde fois, merci. La deuxième chose, mais Erwan fait partie de l'équipe, ils sont juste pas assis l'un à côté de l'autre, donc les uns à côté des autres. La deuxième chose que je voudrais dire ce soir, c'est remercier tous les acteurs portuaires, enfin d'abord, hein, parce qu'ils se sont admirablement bien mobilisés. Tous ceux que je connais depuis très longtemps. Moi, vous savez, je suis un affectif. J'adore ce territoire, je vous l'ai déjà dit, hein, de nombreuses reprises. Et je crois qu'on a eu autour de ce projet vraiment une mobilisation formidable. Et pas... alors, vous savez, à chaque fois, je vous dis un petit truc. Alors là, je vais vous dire un tout petit truc dans votre conclusion. On n'a pas muselé le débat. Absolument pas. On a travaillé et on travaillera encore pendant de nombreuses années pour que ce projet voie le jour et que ça soit un projet d'excellence. C'est ce que je vous ai dit encore ce midi. Mais pour que ça soit un projet d'excellence, il faut que vous puissiez aussi nous aider, la commission. Parce qu'on a beaucoup appris pendant tout ce temps auprès de vous. Hein, vous vous êtes largement impliqués. Et pour qu'on réussisse ce projet, il faut que la commission nous aide. Vous l'avez dit, en allant changer des politiques publiques qui aujourd'hui nous sont défavorables. Quand on court le 100 mètres avec un sac à dos, avec 50 kilos dans le sac à dos, alors que le voisin belge court le même 100 mètres avec les chaussures du Usain Bolt, c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, donc on a besoin de ça aussi au travers du rapport, mais vous êtes neutre et indépendant, donc vous ferez le rapport que vous voulez. En tout cas, moi, mon sentiment, c'est que si on veut dépasser le simple caractère territorial et se projeter à l'échelle mondiale dans un projet d'excellence sur le transport multimodal, on a aussi besoin de ces coups de main dans l'accompagnement que peut faire une structure neutre et indépendante sur le territoire. Et enfin, dernier élément, remercier bien sûr tout le monde, les élus bien entendu qui sont à nos côtés depuis très longtemps, Bertrand, Patrice qui était là, Jean-Yves, Éric Rommel et les autres, hein, je ne vais pas tous les oublier, mais pas tous les citer, mais je vais nécessairement en oublier. Remercier toute la population parce que finalement, vous l'avez vous-même dit, ça a été un débat de haute tenue. Il n'y a jamais eu d'éclat de voix, il y a eu beaucoup de respect de la part des uns et des autres. Et ça montre que ce territoire-là,
il est déjà en connexion. Moi, j'ai toujours tendance à dire, même si vous l'avez dit tout à l'heure, le port partenaire, c'est une réalité à Dunkerque. Le port, il discute avec tout le monde, avec tous les usagers, avec toutes les associations. Et finalement, si on peut repasser la diapo, 80% de gens qui sont favorables au projet, c'est peut-être aussi parce que les éléments de concertation et de discussion, ils sont déjà présents à Dunkerque. Voilà, je vous remercie en tout cas. Vous voulez dire quelque chose, madame? Oui, je vous en prie. Eh ben, quelqu'un va vous l'amener sans aucune difficulté, madame. Vous l'avez eu d'ailleurs chaque fois que vous l'avez demandé. Bonsoir à tous et je me présente Martine Mine, présidente d'Attaque Flandre. Je voulais intervenir d'abord une petite, mais très vite, hein, une petite parenthèse, mais elle me tient à cœur. Je trouve, d'aucuns diront que c'est peut-être, disons, indélicat ou tout au moins, comment on va dire, pas indélicat, mais en entendant, moi je dis que c'est honteux d'avoir dit lors de la réunion à Gravelines que que c'est à nous, les habitants, de repenser nos déplacements urbains sur l'autoroute pour laisser passer vos camions. Alors, sachez que on refait déjà, le président de la CUD retravaille déjà les déplacements urbains, je leur en remercie, mais nous, personnellement, on le fait tous, mais c'est pas pour des raisons, c'est pas pour laisser passer vos camions, c'est parce que c'est principalement pour des raisons économiques. D'accord? Donc, sachez-le, c'est pas pour laisser passer vos camions. La deuxième chose que j'aurais voulu dire, c'est que nous, Attaque, on est complètement contre ce projet, mais pour d'autres raisons que vous trouverez sur le cahier, d'accord? Par contre, on soutient tout à fait d'ailleurs, et on est tout à fait avec l'avis de monsieur Antoine Frémont et monsieur Guerrero, qui lui aussi est très sensibilisé à la problématique du CAP 20, pardon. Je suis un petit peu énervée, je suis désolée. Et après, je voulais vous dire, puisque vous parlez beaucoup du Havre, je tenais quand même à vous dire que de toute façon, vous ne craignez rien du Havre, parce que du Havre, ça ne va pas non plus. Je ne sais pas si vous connaissez le projet Port 2015, c'est un projet qui a été élaboré. On remet pas une pièce dans la machine parce que. Non, mais c'est pas 2 secondes, madame. On remet pas une pièce dans la machine. Non, c'est une phrase. Allez à votre conclusion, je vous en prie. Une phrase. C'est un projet qui a été fait et monté par de grands experts comme nous tous. Mais sachez qu'ils avaient prévu 6 millions de conteneurs. Ils en sont à 2,5 millions en 2017. Alors, moi, je ne sais pas si à Dunkerque ça va être comme ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci madame d'avoir dit. Écoutez, bonne soirée à vous et vous êtes invités à aller boire le verre de l'amitié ou du débat public juste à l'étage en bas pour conclure cette soirée. Merci bien.